Bonjour à tous. J'avais déjà fait une vidéo sur la transition sociétale avec certains éléments que vous allez voir, mais je l'estimais pas suffisamment qualitative et je l'ai virée. Il me manquait certains éléments préalables qui aujourd'hui ont été réalisés. Donc j'ai fait une vidéo expliquant pourquoi le système social ne coûte rien, il rapporte en élargissant l'assiette de consommation et donc permettant des rentrées fiscales. Puisque c'est l'État qui paie, et donc c'est l'État qui encaisse les retombées. Une vidéo sur expliquant en quoi le travail est la façon la plus inefficace de créer de la richesse. Une vidéo sur le mythe de la réindustrialisation, qui est peu souhaitable. Et donc maintenant j'ai ces éléments qui sont là pour vous présenter pour présenter cette vidéo qui va vous amener sur le chemin de l'idée d'évoluer vers l'économie du XXIe siècle, en partant de l'économie primaire, puis secondaire, puis tertiaire, puis quaternaire. Ce graphique que j'ai réalisé maintenant il doit y avoir 10 ou 15 ans, je pense que vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes articles. Il est un peu l'élément central de la thèse que je déploie depuis maintenant bien longtemps. Et donc, on voit ici sur ce schéma l'historique de la révolution industrielle. C'est-à-dire que avant 1750, l'économie est primaire. Elle repose majoritairement sur l'agriculture, sur l'extraction de matières premières, donc l'or, on prend du bois pour le brûler, c'est pour se chauffer, hein, pour cuisiner, pour construire, on utilise les pierres, c'est vraiment une économie très rudimentaire qui va se complexifier par la suite avec la révolution industrielle qui induit l'ère secondaire. Il existait déjà un secteur secondaire avant 1750. Il y avait des forgerons, mais c'était vraiment une part minime. Alors qu'à partir de la révolution industrielle, la part secondaire va prendre progressivement le pas sur la part primaire et puis va se développer un secteur tertiaire, donc des services progressivement qui va prendre le pas. Et on voit donc que cet élément, cette progression se produit sur cette durée où à cette époque on ne tient compte d'aucun paramètre autre que les besoins, c'est-à-dire qu'on extrait massivement sans égard pour l'environnement et on produit ce dont on a besoin, mais l'industrie représente peu et la nature est tellement prolifique qu'elle est illimitée. À ce moment-là, on se trouve sur ce graphique que vous avez vu dans la précédente vidéo sur l'inefficacité du travail pour créer de la richesse. On se trouve donc tout en bas, ici. C'est-à-dire que la société a un niveau de développement sociétal. Vous voyez ici, développement sociétal, coût du système. Le développement sociétal est très bas. Et donc, le travail, par son apport de richesse, produit un effet extrêmement puissant qui va par la suite permettre l'amélioration des choses. À cette étape du graphique, j'ai ajouté des éléments qui permettent de se projeter sur l'évolution des choses. Donc on voit que James Watt, au 18e et 19e siècle, fait apparaître la machine qui apporte la puissance et qui donc servira au 19e siècle à l'industrie qu'on a ici. Donc il commence à émerger une puissante industrie qui bénéficie de marteaux pilons, de vapeur pour entraîner des roues, des turbines, pour faire tourner des turbines, même pour faire éventuellement avancer des machines. On a des locomotives à vapeur.
Et puis, on arrive plus loin à l'industrie du XXe siècle avec le Fordisme. C'est-à-dire que Ford met en place le système de Taylor, la division scientifique du travail, la production à la chaîne. Chaque ouvrier est micro-spécialisé sur une chaîne qui voit apparaître les voitures au fur et à mesure qu'on avance dans la chaîne et qui sont mieux payés que la moyenne des ouvriers. Comme ça, ils ont les moyens d'acheter ces voitures et donc de contribuer au fonctionnement de l'usine. Et puis on arrive en plein cœur du XXe siècle avec les Trente Glorieuses où là on connaît cette phase de croissance grâce à l'apparition des machines qui ont permis toute cette épopée. Et donc on s'apprête à passer à l'étape suivante. Finalement, nous avons connu toute cette période. J'évite de parler des guerres, de tenir compte des deux guerres mondiales, parce que si elles ont été catastrophiques d'un point de vue sociétal, qu'elles ont évidemment stoppé le développement sociétal, elles l'ont mis en pause. En revanche, elles ont permis des progrès technologiques. Donc on peut considérer qu'elles sont neutres sur l'évolution globale des choses. Elles ne sont pas le sujet ici. Et donc, on a eu, à partir des années 30, on a mis en place le modèle économique du XXe siècle où tout le monde doit travailler pour générer la richesse qui permettra le développement. Et on a connu cette période de Trente Glorieuses qui a pris fin vers les années 70. Ça a donné cette grimpée. Le travail apparaissant ici a induit une augmentation de l'intelligence, de la complexité technologique et donc de la création de valeur ajoutée, ce qui a permis une accélération de la production de richesse, qui a favorisé le développement sociétal drastique jusqu'à la fin des Trente Glorieuses. Tant que l'énergie était suffisamment bon marché pour compenser l'inefficacité du travail, le modèle était rentable, puis avec la crise pétrolière, ça a pris fin à ce moment-là, et donc le travail n'était plus rentable, tout simplement parce que il n'est pas assez efficace pour avoir une production à suffisamment forte valeur ajoutée, sauf haut de gamme, à très grande valeur évidemment, mais la production industrielle de masse n'apportait plus suffisamment de valeur ajoutée pour supporter les coûts d'un système aussi évolué. Et donc, on a fait en sorte que ces derniers temps, on a accéléré drastiquement depuis 50 ans, depuis la crise pétrolière, depuis la fin des Trente Glorieuses, on a accéléré drastiquement, frénétiquement la production pour avoir de plus en plus de valeur. On a surproduit pour compenser l'automatisation des machines, parce que si les machines ici ont apporté la puissance progressivement, de plus en plus de puissance, elles étaient aussi de plus en plus complexes, puis elles se sont automatisées, et donc on a appelé ça la hausse de la productivité du travail, alors qu'en réalité elle n'était que la baisse du nombre d'heures de travail par des humains en proportion de la création de richesse. Plus on a automatisé, puis plus on a augmenté la productivité de la production industrielle, pas du travail, la production de l'outil de production. Et donc ça fait que pour pouvoir donner du travail, il a fallu faire exploser frénétiquement la production. Il a fallu accélérer la surconsommation et donc ravager l'environnement. On s'est mis à surproduire de plus en plus de merde, de plus en plus merdicimale, de moins en moins cher, pour que de plus en plus de gens puissent en acheter de plus en plus, de manière à ce que de plus en plus de gens aient du travail, malgré l'automatisation. Et ça fait qu'on a inondé le monde de produits d'une production de très très mauvaise qualité, qui coûte pas cher, et aujourd'hui nous sommes arrivés au bout. On ne peut pas aller plus bas que 30 € pour un autoradio. On ne peut pas aller plus bas que 52 € pour une imprimante. On a baissé les prix, en optimisant la production. Optimiser la production, ça veut dire
produire des biens qui sont de plus en plus légers, avec des matériaux en économisant le plus possible les matériaux, en rognant sur les emballages pour pouvoir les faire plus petits, de manière à en mettre plus dans le même container pour économiser des frais de transport. Donc ça rend c'est des appareils plus fragiles avec des composants internes qui ont des spécificités plus serrées, donc moins chères. On met des plus petits condensateurs, des transistors plus limités en puissance, qui sont plus justes, qui donc vont lâcher plus tôt. Et on a optimisé comme ça toute la production pour pouvoir baisser les prix, baisser les prix, baisser les prix, baisser les prix. Et aujourd'hui, on est arrivé tout en bas. On ne peut pas surproduire plus de merde. C'est pas possible. C'est là, les marchés sont saturés et les prix sont au plus bas. On ne peut pas aller plus bas, sauf à produire à perte. Ce qu'on fait finalement, puisqu'on subventionne massivement à coup de dette souveraine ou de dégradation de la qualité de vie. On voit ici que pour compenser, on a atteint dans les années 70 l'optimum, hein, l'acmé de la production industrielle. Ça c'est, on a ici là la fin des années des 30 glorieuses. Puis on a eu cette automatisation et donc on a commencé à rogner sur les acquis sociaux. On a accéléré le néolibéralisme pour favoriser le capital au titre de l'emploi, c'est-à-dire qu'on distribue de plus en plus d'argent, on favorise de plus en plus les riches pour qu'ils puissent créer de l'emploi de plus en plus merdique, pour que les gens aient du travail de plus en plus mauvaise qualité. Donc on dégrade la qualité de vie de la population, on durcit les conditions d'accès aux aides sociales, dans le seul et unique but, non pas de créer de la richesse, mais que les gens travaillent. Comme si le travail était une richesse. Le travail est devenu une richesse, alors donc il faut que les gens bossent. Même s'ils font un job de merde, pour produire de la merde, il faut qu'ils bossent. Point. Et c'est ça qui a généré notre dette souveraine. Alors, je parle ici évidemment dans cette vidéo de la France, puisque je suis en France, mais ce phénomène existe dans toutes les économies avancées. Hein. Le Danemark qui met la retraite à 70 ans, l'Allemagne à 67, les États-Unis qui sont bien plus endettés que nous. Écoutez les vidéos précédentes que j'ai faites sur le sujet, et je veux dire c'est éloquent. Chacun y allait de sa petite méthode pour s'adapter à ça. L'Allemagne, ils ont préféré larguer de l'humain. Donc ils ont rogné les acquis sociaux drastiquement, ils ont accéléré la pauvreté, plutôt que de faire de la dette souveraine, et ils ont renoncé, ils ont évité des investissements infrastructurels massivement. Et donc ça fait ils ont peu de dettes, mais en revanche ils ont une dette infrastructurelle et sociale énorme, ce qui vaut la même chose que nous. Donc chacun y allait de sa petite méthode pour s'adapter et puis perpétuer le système le plus loin possible, mais en réalité ça concerne toutes les économies avancées. C'est un principe universel. Et ça a pour conséquence, en France, on voit clairement sur ce graphique, l'envolée de la dette qui a doublé tous les 10 à 15 ans. On a eu d'abord cette période d'inflation, de 1971 à 1981, c'est-à-dire que c'était l'ère de Valéry Giscard d'Estaing. Donc on voit ici, fin des 30 glorieuses, donc la fin de la croissance naturelle. À partir de ce moment-là, la croissance n'est plus qu'artificielle. C'est-à-dire que on crée de la dette. On ruine l'économie pour créer artificiellement de la croissance. Et donc, VGE a mis en place un système permettant de contourner le serpent monétaire européen pour financer l'État par des emprunts massifs à la Banque de France, ce qui a généré une inflation de 8 à 14%, permettant de financer l'État. Donc en réalité, c'était des emprunts qu'ils ne remboursaient jamais. En 1981, c'est Mitterrand qui a pris le pouvoir. Et à ce moment-là, on a eu le dernier budget officiellement à l'équilibre. En réalité, il était déjà déséquilibré depuis ici, puisqu'il reposait sur la dévaluation du franc. À ce moment-là, en 1971, il fallait 1 franc français pour 4 francs suisses. Mitterrand, qui n'y connaissait absolument pas grand-chose en économie, pour le moins, hein, comme moi, en dentelle médiévale bretonne, a repris le système de VGE, puis a légèrement augmenté la dette, jusqu'en 1986,
où l'opposition de droite est revenue à la majorité, induisant la première cohabitation. Elle s'est alors opposée à la loi de finances de 1987. L'inflation est passée de 8 à 14% à 2%. C'est-à-dire que ça interdit François Mitterrand d'emprunter à la Banque de France, qui, comme l'avait mis en place VGE, qui avait consisté à ce que les banques commerciales soient contraintes de se poser en acheteurs de second rang des effets de l'État. Et donc là, contraint d'emprunter sur les marchés, comme le voulait la Constitution de 1958 de Gaulle, qui édictait que pour emprunter à la Banque de France, le président doit obtenir l'aval du ministre de l'économie, ce qui pose aucun problème quand il n'y a pas de cohabitation, du gouverneur de la banque, ce qui pose aucun problème, c'est lui qui le nomme, et du Parlement, ce qui ne pose aucun problème quand on a la majorité. Avec la cohabitation, la majorité est passée à droite. Et donc, il n'avait plus de Premier ministre pour lui accorder l'autorisation, et il n'avait plus le Parlement, donc il n'a plus pu faire consentir à ça. Et donc, à partir de ce moment-là, la dette a doublé tous les 10 à 15 ans. Et on voit, en 14 ans, elle est passée, donc de 1981 à 1995, de 260 à 670 milliards. On a eu l'ère Chirac, de 1995 à 2007, avec entre deux Lionel Jospin. Vous remarquez que moi, c'est moi qui ai créé ce graphique, parce que tous les autres, vous avez la dette qui évolue avec des petites circonvolutions. C'est très difficile à commenter. Donc moi, je cherche toujours à faire des graphiques aussi clairs que possible. Alors, l'ère Jospin, qui se trouve au milieu de l'ère Chirac, a fait qu'à un moment donné, la dette a légèrement diminué. Mais c'est parce que Lionel Jospin a massivement nationalisé pour l'équivalent de 210 milliards. Il a vendu, il a bradé les entreprises, les actions de l'État. Et donc, ça fait qu'au lieu de créer de la dette, il a financé son gouvernement par ses privatisations. Donc, il a appauvri l'État, et ça donne une sensation de meilleure gestion de la dette, mais c'est pas le cas. Si on continue le tracé, on voit qu'en 12 ans, donc de 1995 à 2007, la dette est passée de 670 à 1230 milliards. Puis on arrive à l'ère Sarkozy, c'est de 2007-2012, et là finalement, on approche de l'ère Macron. Vous noterez que j'ai pas mis Hollande, parce que j'ai mis ère Macron, parce qu'à partir de 2012, c'est Macron qui tient les rênes. C'est François Hollande qui est le président, mais c'est Macron qui est ministre de l'économie, puis qui met en place le CICE. Et donc, il faut considérer que le système Macron n'a pas commencé en 2017, mais il a commencé en 2012. C'est lui qui a mis en place ce système consistant à abreuver massivement les entreprises d'argent, enfin les actionnaires, de manière à créer de l'emploi, ce qui a accéléré la dette comme jamais. Et donc là, on voit que sous l'ère Sarkozy, la dette a continué d'augmenter, hein, elle est passée de 1230 milliards à quelque chose comme 1740 milliards, sauf erreur. Et puis ensuite, on a eu l'ère Macron, et 13 ans plus tard, nous étions passés de 1230 à 2640 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 3000, là le graphique s'arrête à 3050 milliards, parce qu'il date de 2023, aujourd'hui nous sommes à 3350 milliards. Donc on peut observer que depuis 2023, la trajectoire que j'indique ici, où je mets que dans 12 ans, en 2035, 5000 milliards, jusque-là elle est suivie. Hein. De 2023 à 2025, on a augmenté de 300 milliards. Donc 2027, on sera à 3600, 3700, c'est 2029, on sera à 4100 quelque chose, voilà. C'est la trajectoire, elle est là, elle est suivie régulièrement. Ça nous amène donc sur ce schéma qui explique la situation dans laquelle on se trouve. C'est le principe des cycles récessionnels. Nous sommes là, l'austérité. Cette austérité, elle se traduit par 15 heures de contribution obligatoire pour avoir le RSA, durcissement des conditions du chômage, etc., etc.
On parle d'économie, de dépenses publiques, donc de baisser les aides sociales. Donc ça fait de la baisse de consommation, donc de la baisse de rentrée fiscale, de la baisse de la croissance, donc de la baisse des investissements, donc de la baisse des rentrées fiscales, du chômage qui réaugmente, donc du coût du chômage qui contribue au déficit budgétaire, de la délinquance, l'insécurité augmente parce que les gens ont faim, tout simplement. Hein. Donc le coût de la délinquance contribue au déficit budgétaire. Mais aussi le chômage induit de la baisse de la consommation, donc de la baisse des rentrées fiscales. C'est le déficit budgétaire qui augmente, donc on fait des emprunts, donc ça fait de la dette souveraine, donc de l'augmentation du déficit budgétaire parce que ça coûte, donc on fait de l'austérité, la dette souveraine a un coût. Hein, qui contribue à la dette souveraine. On emprunte d'une année sur l'autre pour financer la dette souveraine, ce qui entraîne la dégradation de la note par les agences, croisée avec en raison de la baisse de la croissance à cause de l'austérité, donc qui baisse la confiance. Ce chômage qui baisse la consommation et donc les rentrées fiscales induit cette baisse de croissance, donc cette perte de confiance par les marchés, donc de la hausse d'intérêt, donc du coût du service de la dette, donc de plus en plus de dette souveraine. Nous en sommes là. Donc vous voyez la situation dans laquelle nous nous trouvons, non pas parce que notre économie ne produit plus de richesse, elle n'a jamais produit autant de richesse. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais coûté aussi cher. Et donc, cette richesse qui est mal répartie, qui génère de l'inégalité parce qu'on gave les riches d'argent dans le but de créer de l'emploi de plus en plus mauvaise qualité. Donc on a d'un côté des gens qui crèvent de plus en plus, de l'autre des riches qui se surenrichissent avec des propositions absurdes comme la taxe Zuckman, qui vise à sanctionner les riches pour leur surenrichissement, alors que c'est nous qui leur distribuons de l'argent frénétiquement dans le seul but de créer de l'emploi plutôt que de renoncer au modèle économique du XXe siècle pour aller vers celui du XXIe, qui est une évolution logique. Donc là, ici, on a ce graphique où on voit que d'évoluer pour l'humanité n'est quand même pas quelque chose de nouveau. À l'origine, on a les chasseurs-cueilleurs, jusqu'il y a 450 000 ans, où ils découvrent le feu, ça le rend plus chasseur. Ils chassaient déjà ici, mais ils mangeaient cru, et à l'époque, avec de simples bouts de bois, c'était pas évident d'attraper quelque chose, il était peu équipé. Avec le feu, il commence à durcir ses bouts de bois, il apprend à faire des outils, il apprend à faire de la poterie, ce qui lui permet de cuisiner, il devient de plus en plus intelligent, donc habile, ce qui l'amène, il y a 12 500 ans, à devenir agriculteur. Donc il se sédentarise parce que le néolithique impose. C'est pour ça qu'on l'appelle néolithique, parce que ça change radicalement son mode de vie, puisque les cultures nécessitent d'attendre qu'elles poussent. C'est pas qu'on sème et puis on continue notre trajectoire nomade, on va se promener pour aller chercher à manger ailleurs. On s'installe sur place, donc on construit des villages, des huttes, donc ça veut dire que le clan devenant sédentaire, il invente des choses comme la justice, ou la politique. Ça amène à une évolution de la civilisation qui apporte le langage. Comprendre le langage, à l'époque, ici, on parle déjà, mais ce langage devient plus évolué, il devient plus technique, il commence à devenir nuancé. Et donc, il devient intelligent, communicant, ce qui l'amène à l'écriture. Il commence à avoir des archives, à avoir des écrits, il apparaît la littérature. Il devient efficace, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il devient industriel. L'humain commence à avoir de vraies structures. Il a des charrons, des forgerons, des bâtisseurs, des maçons, ce qui lui permet de construire des villes. Quand ici il a des huttes, là il a une ville. Et donc ça l'amène à la Renaissance, où là on commence à voir la splendeur de la civilisation moderne, avec de beaux immeubles, avec des grandes avenues, avec une vraie structure sociale déjà moderne.
ça apporte un environnement favorable à l'intelligence, et donc il devient découvreur, ça l'amène à la première révolution industrielle de la puissance, de la vapeur, ça entraîne l'exode rural, donc la nécessité de créer de la main-d'œuvre dans l'industrie. Là arrive la seconde révolution industrielle avec du pétrole et de l'électricité, et donc l'idée dans les années 30 du système reposant sur le travail pour la création et distribution de la richesse avec une production industrielle de masse. Puis la troisième révolution industrielle où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait nous l'avons dépassé. Ça a été les machines qui deviennent automatiques. On commence à avoir de la production avec les commandes numériques, etc., etc. Puis l'automatisation se pousse. Les machines deviennent de plus en plus autonomes. On est à la quatrième révolution industrielle. Puis on arrive à la cinquième qui sonne à la porte maintenant, qui est l'intelligence artificielle. On en a des exemples avec l'IA générative, où là, les machines commencent non plus à être seulement capables de produire par elles-mêmes, mais elles deviennent autonomes intellectuellement. C'est-à-dire que jusqu'à la troisième révolution industrielle, jusqu'à l'arrivée de la troisième révolution industrielle, on devait régler les machines pour qu'elles produisent elles-mêmes, pour qu'elles produisent automatiquement. Avec la troisième révolution industrielle, on leur a mis un programme, puis elles se sont réglées elles-mêmes. À la quatrième révolution industrielle, on leur a simplement mis un schéma, on leur a dit voilà, il faut que tu me fabriques ça, puis la machine s'est mise à le fabriquer. Avec la cinquième révolution industrielle, on peut dire littéralement à une machine, ce qu'il nous faudrait c'est ça. Et l'intelligence artificielle peut nous dire, ce qu'il faut faire c'est ça. Si vous voulez, je peux vous fabriquer ça. Voilà, c'est elle qui décide de fabriquer. On est à l'étape au-delà. On a vu avec les robots, moi j'avais écrit dans mon article que vous trouverez en lien en dessous, mon Dieu, la fin du travail, qu'allons-nous devenir, dans lequel on trouve le premier graphique de l'historique de la révolution industrielle. J'avais écrit que la différence reposait sur la valeur. Et donc, écrire une thèse de 10 000 pages dans plusieurs langues ne coûtera plus rien, même en astrophysique, même une thèse très avancée, alors que de remplir une simple carafe d'eau coûtera très cher. Et c'est vrai, pour un robot, pour un ordinateur d'écrire une thèse, ça coûte rien, il faut juste avoir un ordinateur. Si vous avez un ordinateur, moi j'ai écrit quelques articles un peu plus avancés ces derniers temps, je l'ai fait en une demi-journée avec ChatGPT. Donc je peux produire beaucoup plus. Si je voulais écrire une thèse de 1000, 5000, 10 000 pages, je mettrais peut-être une semaine, peut-être un mois, mais j'arriverais à la produire sans aucun problème, alors qu'aujourd'hui elle nécessite des années. Donc elle coûte très cher. Aujourd'hui, écrire une thèse coûte très cher. Là, maintenant, ça coûte déjà plus très cher. Et l'intelligence artificielle progresse, elle sera capable de la faire toute seule, dans très peu de temps, dans moins de 10 ans. Mais par contre, aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il faut un robot pour remplir une carafe d'eau. Vous avez une carafe, vous avez un verre d'eau, pour remplir la carafe d'eau, c'est un geste que nous, on fait simplement. La machine a besoin d'une puissance informatique énorme pour faire ça. Et en réalité, on a déjà des robots qui ont quand même un certain coût, qui sont capables de faire ça. Ils sont non seulement capables de ça, mais même de remplacer les ouvriers sur des chaînes. Ils sont capables de répliquer exactement le comportement d'un humain. Et donc ça va très vite, hein. Ça va très vite. Moi j'ai coutume de dire que d'ici à ce qu'un robot soit capable de remplacer mon compteur d'eau sous mon noyer, il va s'écouler encore un peu d'eau sous les ponts et passer de l'eau à travers le compteur. Mais ça pourrait aller plus vite que ce qu'on pense, hein, peut-être 50 ans. Les robots vont de plus en plus vite, hein, ils sont de plus en plus capables. Mais ils ont un coût. C'est l'ordinateur, vous l'avez déjà pour fabriquer une thèse, donc elle vous coûte rien. Alors que le robot, vous devez l'acheter. Et même plus tard, il aura toujours un vrai coût, parce que c'est une machine complexe. Et donc ça fait que les travaux plus simples coûteront beaucoup plus cher dans l'avenir. Et c'est ça qui fait ce delta qui nous amène vers la possibilité d'avoir une nouvelle valeur ajoutée qui va reposer non plus sur la production industrielle de masse, mais sur l'humain. Et donc, on part de la singularité du XXIe siècle. Qu'est-ce qui rend singulier le XXIe siècle? Alors, il y a l'intelligence artificielle, bien sûr, l'automatisation, mais aussi
le réchauffement climatique, la lutte, la transition écologique, qui impose un changement fondamental dans la perception de l'environnement. On doit cesser de gaspiller, on doit recycler, on doit avoir des productions plus complexes mais plus modérées. On doit cesser de surproduire et surconsommer pour générer de l'emploi, parce que c'est pas la croissance qui pollue. La croissance est juste une valeur. Elle repose sur ce que la société valorise. Au XXIe siècle, la société va valoriser l'humain. Comment elle va le valoriser? Eh bien, vous voyez que il y a tout un ensemble d'intrications. Vous avez qui fonctionne en cercle concentrique. La singularité du XXIe siècle amène donc l'intelligence artificielle, donc de la technologie, plus de santé et d'espérance de vie, grâce à l'IA, grâce à l'augmentation de la connaissance, grâce au fait qu'il y aura moins de travaux pénibles, de l'homme libéré disponible pour d'autres fonctions. L'homme libéré disponible, c'est donc une possibilité d'une nouvelle une nouvelle couche socio-économique pour le secteur quaternaire. Nous avons vu que nous avons eu d'abord le secteur primaire, puis le secteur secondaire, puis le secteur tertiaire. Aujourd'hui, c'est le tertiaire qui écrase le secondaire, qui écrase le primaire. En 1970, l'agriculture représentait 6% du PIB, elle n'en fait plus que 2%. L'industrie représentait 20%, elle n'en fait plus que 10%. Le tertiaire représente donc le gros de l'économie, et aujourd'hui le secteur quaternaire représente une part infime de l'économie, peut-être 1%, puis dans l'avenir il va écraser le tertiaire. Nous aurons l'ère quaternaire, c'est-à-dire l'ère de l'humain interactif, interagissant. Et donc ça, c'est la nouvelle couche socio-économique qui peut se produire grâce à la fin de l'emploi induite par l'intelligence artificielle. La technologie offre un potentiel humain optimisé. On peut faire plus de choses, plus complexes. C'est grâce à l'IA, à l'augmentation de la santé, l'amélioration de la santé et de l'espérance de vie, l'humain a plus d'expérience, plus de sagesse. Ça lui permet d'envisager de nouvelles activités qui seront donc plus écologiques. Ça lui permet de contribuer plus dynamiquement à l'économie, donc ce qui est plus démocratique. Grâce au temps libre qui lui permet d'interagir, en raison de la fin de l'emploi par l'intelligence artificielle, il sera donc plus interconnecté. Il représente ce qui permet d'amener une force vive qui va lui permettre d'apporter une croissance restaurée sur de nouvelles bases, plus écologique, avec une meilleure qualité de vie. Donc vous voyez que tout ça interagit. C'est une nouvelle société qui nous mène vers la régénération de l'environnement, vers la transition écologique qui sera source de plus de mobilité, plus de voyages, plus de technologie, plus de connaissances, moins de pollution, plus de respect de l'individu, plus de liberté, plus de temps de penser, plus de temps d'interagir, plus de temps de coopérer. Voilà. Si avec ça vous ne comprenez pas, là je ne peux plus rien pour vous, mais l'objectif n'est pas moralisateur de cette vidéo, il est purement technique, il vous montre à quel point l'évolution est logique et souhaitable, à quel point nous allons vers l'ère de l'humain. Nous avons connu une période qui aura duré 100 ans, reposant sur la production industrielle de masse. Mais cette production industrielle de masse n'a qu'un temps. Maintenant, elle est échue, elle doit développer d'autres économies qui connaîtront leur ère industrielle, c'est-à-dire une ère de production industrielle de masse. Une fois que cette ère a apporté le développement sociétal, que ce soit en Chine, au Bangladesh, au Vietnam, Malaisie, peu importe, ils doivent aussi en sortir, ils doivent aussi évoluer et y renoncer pour mettre en place un système porteur de plus de valeur, reposant sur non pas la production qui ne vaut plus rien, qui n'est plus adaptée à leur niveau de développement sociétal, mais à l'intelligence. C'est-à-dire que dans l'avenir, l'industrie va se contenter de répondre aux besoins de l'humanité, et l'humain libéré, lui, va se préoccuper des choses qui le concernent directement, au lieu de servir de machine-outil. On n'a pas éduqué l'humain au cours du XXe siècle dans les économies avancées, on n'éduque pas l'humain dans les économies émergentes qui entrent dans leur ère industrielle, dans le but d'en faire des machines-outils. On l'éduque dans le but qu'il devienne humain.
et donc qu'il occupe la place naturelle qui lui revient naturellement de droit.